De bons résultats pour l'épreuve uniforme au cégep de Chicoutimi. La sentence est tombée pour un producteur de pornographie juvénile. Et des militaires reçoivent des boîtes de réconfort par belle cause. Bonjour et bienvenue, ici Sybille Bonnet et vous écoutez La Pige en direct. Pour les étudiants collégiaux du Québec, l'épreuve uniforme de français est une évaluation complexe. Depuis la pandémie, on remarque une chute du taux de passation de cet examen. Pourtant, dans la région, les étudiants ont réussi leur épreuve sans trop de difficultés. Un reportage de Jeanne Trépanier. Chez les étudiants des cégeps de Jonquière et de Chicoutimi, l'épreuve s'est pourtant plutôt bien déroulée. Ça s'est super bien passé, j'étais bien préparée, puis c'est ça, je suis arrivée pour pas trop stressée, puis ça a bien été. Ça allait vraiment passé vite, puis j'ai eu comme les mêmes notes qui ressemblaient au secondaire. C'était rien de plus gros, là. Ça a quand même mal été, je suis pas content de ma note, je m'ai mal préparé, puis j'ai comme un peu paniqué. Ça s'est bien passé, j'ai passé mon examen, puis j'étais fière de moi là, quand même. Pour y arriver, plusieurs étudiants se sont tournés vers les ressources offertes par leur cégep, dont les centres d'aide en français. Le Centre d'aide en français est un merveilleux outil pour aider nos étudiants à réussir, à affronter peut-être certaines faiblesses qu'ils ont ou difficultés qui peuvent être confrontées quand ils arrivent au collégial. Pour nous, la langue française, c'est extrêmement important. On veut que nos jeunes s'expriment bien, écrivent bien. Puis ça, peu importe le programme dans lequel ils sont, c'est toujours utile. Le ministère de l'Enseignement supérieur souhaite développer une version numérique de l'épreuve uniforme de français. Toutefois, l'intelligence artificielle demeure un enjeu préoccupant pour le plagiat. On a de gros enjeux sur le plagiat et la tricherie quand on fait des épreuves en ligne. Ça reste évidemment une grande préoccupation du ministère de l'Enseignement supérieur. Ça reste une préoccupation qu'on a ici aussi, parce que c'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un DEC de qualité puis qu'on certifie bien nos étudiants. Au cégep de Jonquière, le virage vers le numérique entraîne aussi son lot d'inquiétudes. Bien, par rapport au plagiat, c'est déjà une préoccupation, puis un phénomène sur lequel on est en veille au cégep de Jonquière depuis un moment, avec la pandémie évidemment, puis l'enseignement à distance, c'est des choses sur lesquelles on se penchait déjà. Et évidemment, l'arrivée de ChatGPT, c'est des choses aussi qu'on va regarder. Malgré les difficultés éprouvées par les collégiens partout au Québec, la maîtrise du français demeure une priorité pour les établissements collégiaux. Jeanne Trépanier, La Pige en direct, Saguenay. Parlons santé mentale maintenant, puisque c'est belle cause pour la cause aujourd'hui. Le Centre de ressources pour familles de militaires a distribué des boîtes réconfort à sa communauté pour l'occasion. Maxime Villeneuve était sur le terrain. C'est la deuxième année que le CRFM prend cette initiative et la réponse est très positive. Les 100 boîtes ont toutes été réservées. En fait, le centre profite de la journée Belle Cause pour rappeler aux familles qu'il est là pour les soutenir. On peut entendre à ce sujet la gestionnaire des stratégies, du développement et de l'IDEA. Donc, on utilise Belle Cause, en fait, comme une manière de rentrer en contact avec les familles et de pouvoir faire en sorte qu'on leur donne des outils et que les services soient accessibles aux besoins. Les boîtes étaient personnalisées dépendamment de la situation des familles, donc à savoir s'ils avaient des enfants ou pas. On y retrouvait entre autres des activités de bien-être comme des mandalas à colorier. Comme pour le restant de la population, les 2 dernières années ont été plus difficiles pour la communauté militaire. Il était donc d'autant plus important pour le centre de faire de la sensibilisation en cette journée de Belle Cause. Il y a certains défis reliés au mode de vie militaire qui fait en sorte qu'il y a certaines problématiques qui reviennent un petit peu plus souvent. Donc, surtout au niveau du stress, de l'anxiété avec les déménagements ou les déploiements, ça peut faire en sorte que les familles en sont un petit peu plus affectées à certains moments. Le CRFM offre entre autres de l'aide psychologique en anglais et en français. Je vous dirais qu'au courant de la dernière année, on a eu une augmentation des demandes en matière psychosociale pour les consultations avec nos travailleurs sociaux. Donc, l'équipe travaille fort à pouvoir offrir les services autant en anglais et en français ou à effectuer le référencement vers les ressources de la région. La campagne 2023 de Belle porte le nom « On doit changer ça » et en effet, sa formule a été modifiée. Plutôt que de donner 5 sous à un organisme en santé mentale chaque fois que quelqu'un utilise Belle Cause pour la cause sur les réseaux sociaux, le géant des télécommunications fera un don de 10 millions de dollars à des organismes en santé mentale au Canada. Maxime Villeneuve, La Pige en direct, Bagotville. Toujours au sujet de Belle Cause pour la cause, nous avons demandé aux citoyens de Jonquière de nous partager leurs meilleurs conseils pour avoir une bonne santé mentale. Voici ce qu'ils nous ont dit. C'est d'équilibrer le physique et le mental. Bon, le mental, travailler de la tête avec des jeux, puis le physique, ben, les sports. S'oxygéner,
manger des fruits et des légumes. Tout le monde a leur propre avis personnel, du coup, juste de ne pas s'en soucier de ça et vivre de leur propre vie. Faire ce qui nous fait plaisir, nous. Pas rester seul, puis de sortir, puis d'aller au-devant des autres. C'est comme ça qu'on s'en sort. Moi, je fais beaucoup de peinture diamant, là. Ça passe le temps, puis être entourée de mes petits-enfants. Moi, je suis chrétienne, donc je vais dire prier. Je vais dire aussi faire du sport. Ça, c'est bon. Avoir une bonne balance dans la vie, genre bien mélanger les études, avoir du fun, puis travailler. Vous écoutez, vous, puis de porter attention à vos propres besoins. T'sais, si vous avez besoin d'aide, allez vous aider. Il y a plein de ressources partout qui sont offertes à tout le monde. Fait que... Le Cégep de Jonquière a décidé de prolonger la fermeture du pavillon Manicouagan, même si aucune particule d'amiante n'a été trouvée. D'importants travaux avaient lieu depuis quelques semaines. Une plainte avait été déposée en début de semaine dernière par la CNESST. Le Cégep de Jonquière avait donc dû enquêter. Cette expertise a finalement été révélée qu'il n'y avait pas de particules d'amiante dans ce bâtiment. Les travailleurs vont pouvoir retourner demain dans le pavillon pour récupérer du matériel, mais la fermeture du bâtiment reste prolongée pour quelques semaines. De prolonger la fermeture du pavillon pour encore quelques semaines pour s'assurer d'être le plus sécuritaire possible pour préserver, minimiser les impacts sur la santé des travailleurs, sur la sécurité également et pour avoir une plus grande facilité à gérer les opérations également. Au palais de justice avec notre journaliste terrain concernant la sentence d'un possesseur de pornographie juvénile. Après avoir plaidé coupable à des accusations de production, possession et d'accès à de la pornographie juvénile en décembre 2021, c'est ce matin que Gabriel Karl-Côté a reçu sa sentence au palais de justice de Chicoutimi. Nicolas, quelle est la sentence finale? Oui, bien, Gabriel Karl-Côté verra son nom inscrit au registre des délinquants sexuels pour les 20 prochaines années. Il sera également considéré comme délinquant à contrôler pour les 5 prochaines années en raison de son évaluation psychologique réalisée par l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. La poursuite et la défense se sont également entendus sur une peine totale de 48 mois pour Gabriel Karl-Côté, qui est présentement détenu au centre de détention de Trois-Rivières. Il faut toutefois savoir qu'il a déjà 45 mois de complété en raison de sa détention préventive. Il ne lui reste donc que 3 mois à compléter. Je vous laisse d'ailleurs entendre la procureure de la Couronne, Maître Nicole Ouellette, à ce sujet. C'est une suggestion commune. Donc, quand c'est une suggestion commune, c'est que le poursuivant et la défense ont évalué le dossier et qu'on en vient à la conclusion que c'est la suggestion à faire au tribunal. Donc, c'est lui qui a toujours finalement la décision et le juge a agréé à notre proposition. Il faut également dire que c'est une histoire qui traînait un peu, puisque la pénurie de main-d'œuvre à l'Institut Philippe Pinel avait provoqué plusieurs reports de son évaluation. La Couronne avait donc demandé plusieurs délais afin qu'il puisse recevoir cette évaluation psychologique. Gabriel Karl-Côté avait en sa possession 483 photos et 66 vidéos de sa victime lors de son arrestation. Il avait également accès à plus de 160 photos. Rappelons qu'il avait déjà été condamné en 2014 à 28 mois de prison pour des crimes semblables. L'ingénieur accusé d'agression sexuelle et de voyeurisme, Simon Houle, a été condamné à 1 an de prison par la Cour d'appel du Québec. Simon Houle avait bénéficié d'une absolution conditionnelle après avoir plaidé coupable en juillet 2022. Le juge qui avait rendu cette décision, Mathieu Poliquin, avait été grandement critiqué par plusieurs, dont de nombreux élus. La Cour d'appel considère que Simon Houle a abusé de la vulnérabilité de sa victime, dont les faits remontent à 2019, afin de porter une grande atteinte à son intégrité physique et sexuelle. Et maintenant à la météo. Galade Maréchal, il fait soleil aujourd'hui ?
Oui, effectivement, il y a eu une journée ensoleillée aujourd'hui avec des vents allant jusqu'à 15 km/h. Les températures se sont refroidies. Il y a eu une vague de froid ce matin, comme vous avez pu le remarquer. Il ne faisait pas très chaud. Et présentement, il fait moins 15 degrés. En soirée, il y aura des nuages, de la neige et de la poudrerie qui sont à prévoir. Il y a aussi des vents d'est de 30 km/h et des rafales de 60 km/h. Je vous reparle de prévisions à long terme plus tard dans le bulletin. Ça va être lui, ouais, après. Moi, il faut que je sois là. Ben, En fait, je vais lui poser des questions. Moi, l'info que j'ai eue, c'est qu'elle me posait des questions, puis je regardais la Et caméra. juste, est-ce que je dois le regarder lui quand je pose des questions ou pas? Caméra 1, tout le temps? Ok. Ok, tout le temps. Parfait. Hey, tu l'entends-tu? Madame Côté, je ne suis pas du tout dans le collège. Je salue Ben nous, on toute est la parce communauté. qu'après 10 ans, là, Je salue l'indifférence, on en a jusque-là. Le ton a monté hier après-midi à l'hôtel de ville de Chicoutimi entre la mairesse Julie Dufour et la coordonnatrice de Logement Trade, Sonia Côté. L'organisme avait organisé un tintamarre pour réclamer un apport financier de la part de la ville de Saguenay pour mettre sur pied le projet de coopération d'habitation, la Solidarité. Jérémy, vous étiez sur place. Est-ce que cette discussion animée a mené à quelque chose? Pas vraiment, Sybille. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que Sonia Côté a présenté le montant des dons amassés pour le début de la campagne de collecte de fonds. Donc, c'est 340 000 $ environ qui ont été amassés pour la coopérative La Solidarité. Maintenant, pour en revenir, comme vous l'avez vu dans l'extrait qu'on vient de présenter, les discussions ont rapidement escaladé en guerre de mots des deux côtés, des deux parties impliquées. Donc, la mairesse Julie Dufour qui maintient que l'équité dans les dossiers d'habitation et les dépenses doit être maintenue. Et du côté de Logement Trade, bien, ce qu'on critique, c'est l'inaction et le manque de collaboration de la part de la Ville de Saguenay. Je laisse entendre Sonia Côté à ce sujet. Vous savez bien, là, on ne peut pas déposer notre projet tant que la Ville n'a pas donné la contribution du milieu. La contribution du milieu, et là, je vous comprendrai que j'ai beaucoup de rendez-vous que je ne tente pas de faire un c'est débat ça le sur la problème, place c'est qu'on ne parle publique. pas. C'est ça le problème. Il faut s'asseoir, il faut discuter. Est-ce qu'il y a eu des projets similaires qui, eux, ont été approuvés dans la région? Oui, des projets de déménagement ont été annoncés récemment, notamment 2 projets dans le secteur de Chicoutimi de la part de la ministre André Laforêt. On parlerait d'environ 200 logements supplémentaires dans ce dossier-là. Par contre, on n'a pas de date pour ce qui est de ces logements-là. Et du côté de Julie Dufour, bien, rappelons qu'en août dernier, elle avait déclaré que sa promesse électorale de construire 1000 logements dans la zone ferroviaire de Chicoutimi devait se terminer en automne 2023 ou au printemps 2024. Ça sera définitivement à suivre dans ce dossier-là. Maintenant, pourquoi la Ville refuse de collaborer dans le dossier de Logement Trade? Mais c'est la question qu'on se pose, ce sera définitivement à suivre. Jérémy, est-ce qu'on a raison de s'alarmer en ce qui concerne les logements à Saguenay? Eh bien, écoute, Sybille, on ne peut plus se mentir du côté de Québec. On est définitivement dans une sévère crise du logement. Pour les illustrer au tableau, si on regarde les différentes villes ici au Québec, notamment Saguenay, on est passé d'un taux d'inoccupation de 6,8 % à 1,7 % à l'espace de 5 ans. Donc, c'est un taux qui est assez alarmant, on ne peut pas se mentir. C'est le plus grand taux de la part des villes qui sont présentées ici au Québec. Et il faut remonter à 1981 pour un taux plus bas. Merci, Jérémy. Avec plaisir. Après plusieurs jours d'hésitation et de pression provenant de leurs alliés, l'Allemagne a finalement approuvé ce matin le transfert de 14 chars d'assaut Léopard 2 de la Pologne vers l'Ukraine. Les Américains ont emboîté le pas quelques heures plus tard. Joe Biden a confirmé l'envoi de M1 Abrams pour supporter les Ukrainiens. Le doctorant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, Bertrand de Franqueville, explique pourquoi l'Allemagne était réticente à prendre une décision. Il y a d'autres enjeux, forcément, c'est toujours complexe de céder des armements. Il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux de réserve, de matériel aussi, et il y a toujours aussi des enjeux de sécurité nationale.
8e hausse du taux directeur en 1 an. C'est ce qu'a annoncé la Banque du Canada lors de son annonce du taux d'intérêt ce matin. Xavier, quelles sont les mises à jour faites dans le rapport? En fait, la Banque du Canada a élevé de nouveau son taux directeur, cette fois d'1 quart de point pour officiellement atteindre la marque de 4,5 %. C'est quand même la 8e fois depuis mars 2022 qu'on voit une augmentation du genre du taux directeur. Donc, c'est aussi le pourcentage le plus haut depuis 2007. Dans le rapport trimestriel qui a été publié par la même occasion, eh bien, la Banque prévoit aussi que des effets des taux d'intérêt continueront de se propager dans l'économie. Puis aussi, on s'attend à une baisse des prix de l'énergie et aussi à plusieurs améliorations des chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui va donc permettre de réduire l'inflation à environ 3 % d'ici la mi-2023 pour ensuite se diriger vers l'objectif principal qui est donc de 2 % avant 2024. Et puis, si jamais l'objectif n'est pas atteint avant 2024, eh bien, le Conseil de direction de la Banque du Canada se dit très prêt à relever encore une fois le taux directeur pour atteindre l'objectif. Est-ce que la situation ressemble aux prévisions qu'avaient fait les économistes? Oui, c'est assez semblable. En fait, plusieurs économistes disaient s'attendre justement à une augmentation du genre. Et d'ailleurs, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, elle avait mentionné que si elle voyait que la décision était prise dans cette direction, eh bien, elle allait rester plus prudente lors du prochain budget, en fait. Puis, je me suis entretenu avec le comptable professionnel Paul-Antoine Jeté, qui lui m'a mentionné qu'il allait avoir en fait une augmentation des paiements pour les emprunteurs à taux variable. On l'écoute à ce sujet. Si on les augmente mois après mois pendant presque une année, prenons un exemple, là, on va faire des chiffrons, une hypothèque de 400 000 $ environ. Si on avait pris une hypothèque à taux variable au début de 2022, bien, cette hypothèque-là nous coûterait 1 000 $ de plus par mois à partir de ce matin. À quel développement doit-on s'attendre pour les prochaines années? Eh bien, malgré que la situation ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années, eh bien, plusieurs économistes s'attendent tout de même à ce que les prochains taux directeurs restent tout de même dans les mêmes environs, puisque, en fait, il y a un certain délai entre les hausses et aussi leurs effets sur les dépenses, qui va donc faire en sorte que la Banque du Canada doit surveiller, en fait, la situation économique durant les mois qui suivent. Et donc, Paul-Antoine Jeté m'a aussi mentionné que la Banque allait essayer de garder probablement le taux directeur dans les mêmes environs, justement, pour surveiller dans les prochains mois l'effet de sa politique, surtout qu'il s'agit quand même d'une hausse importante comme on n'en a jamais vu auparavant. Et d'ailleurs, concernant la situation économique canadienne, eh bien, la Banque estime qu'il y a eu environ 3,6 % d'augmentation au Canada en 2022. Et puis, la situation devrait rester tout de même semblable, en fait, en 2023, mais il devrait y avoir une augmentation vers la fin de l'année. Merci, Xavier. Au revoir. Justin Trudeau a annoncé une rencontre avec les premiers ministres provinciaux le 7 février prochain. Le rendez-vous à Ottawa aura pour but de discuter d'une nouvelle entente par rapport aux transferts en santé. En effet, depuis plusieurs semaines, les gouvernements provinciaux se sont montrés plus insistants pour que le gouvernement fédéral augmente les transferts budgétaires. Les provinces exigent obtenir 28 milliards d'Ottawa afin de compenser pour la hausse des coûts des équipements médicaux. La stratégie pour le caribou forestier préoccupe dans la région. Vendredi et lundi dernier, l'industrie forestière et les élus se sont réunis à Alma pour exprimer leur crainte d'un impact important sur l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La députée de Chicoutimi, André Laforêt, était présente ce lundi et a assuré qu'elle aborderait cette problématique avec ses collègues des autres régions lors d'un caucus demain. Nature Québec rappelle l'importance de prendre des mesures concrètes pour protéger cette espèce menacée et empêcher son déclin. Mais l'organisme est d'avis que le gouvernement doit aussi soutenir et aider l'industrie forestière. C'est sûr que j'ai hâte que ça ouvre parce que le monde parle de sport, puis de sport, puis de sport. On est vaccinés, donc maintenant, j'espère qu'on pourra y retourner dès que ce sera ouvert. Oui, je vais y aller avec mon masque, tout ça. Mais sinon, si c'est à 100 %, non, je ne me présente pas. Écoute, il y a trop de monde qui ne sont pas encore vaccinés. Feu vert pour la 3e fois, le milieu culturel reprend ses activités. Bien que la réouverture des salles implique la perte de certains fidèles, elle représente toutefois un vent d'espoir pour la majorité des diffuseurs du Saguenay.
Selon le vice-président du conseil d'administration du Ciné-Club de Jonquière, Alexandre Morin. Hier, la minière First Phosphate a publié ses analyses du terrain de Bégin-la-Marche. Le site est en effet catégorisé comme l'un des endroits avec le taux de minéraux le plus élevé. Cette découverte renforce la possibilité de faire de la région une plaque tournante majeure de développement pour l'industrie des batteries lithium-fer-phosphate. First Phosphate avait obtenu ses permis de forage à l'automne dernier et mené ses essais au lac à l'Orignal, où la compagnie souhaite créer une mine à ciel ouvert. L'exposition « Qu'est-ce que le bleuet ?» est à l'affiche à l'Odyssée des bâtisseurs jusqu'au 25 mars. Créée en collaboration avec la boîte rouge Vif, le but est de mettre en valeur l'histoire du bleuet au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Passant par le côté scientifique, événementiel et historique, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur cette richesse. De nombreuses activités interactives sont mises en place afin de divertir et d'instruire les visiteurs. L'exposition Qu'est-ce que bleuet a été développée à la suite de plusieurs recherches qu'on a fait ici. Au début, on savait qu'on voulait travailler vraiment le sujet des bleuets, mais on ne savait pas encore sous quelle forme. Puis, plus qu'on avançait dans notre recherche, plus qu'on constatait que le bleuet, c'est plus que le petit fruit. C'est vraiment l'identité culturelle. Ce soir, à 18 h au Théâtre C de Chicoutimi est présentée la pièce de théâtre Corps Titan, titre de survie. L'écrivaine et interprète Audrey Talbot met en scène ses traumatismes suivant une collision en vélo qu'elle a eue avec un camion poids lourd. Cette œuvre sert à l'artiste de double réappropriation, celle de sa vie et celle de son métier, en montrant sa réalité sur scène. Mise en scène par Philippe Cyr, cette histoire de deuxième chance montre la réintégration d'une personne ayant subi de grands traumatismes physiques. Après la pause, vous découvrirez les enfants du club de judo Judoka Jonquière qui ont brillé à Montréal cette fin de semaine. C'est une véritable réussite pour le club de judo Judoka Jonquière. Près de 20 médailles ont été remportées lors de la Coupe Gadebois qui s'est déroulée à Montréal les 21 et 22 janvier. Ces victoires apportent beaucoup au club, en plus de développer la confiance en soi des jeunes. Célie Dugan est allée rencontrer les vainqueurs. Une compétition de judo à Montréal, c'était le rêve de beaucoup de judokas du club de Jonquière. Chez les U12, 8 médailles ont été remportées. Les enfants ont encore des étoiles dans les yeux lorsqu'ils racontent leur expérience. C'était cool parce que aussi on vivait des moments en équipe, puis on était tous ensemble, puis c'est le fun parce qu'on était 4 filles, puis on passait vraiment des beaux moments. Cette compétition leur a aussi beaucoup apporté. Pour les judokas Philippe et Laurence, c'est une belle occasion de progresser et de se défouler. Gagner, moi, c'est plus m'améliorer pour les combats, puis ça m'améliore à trouver mes erreurs. Je peux me bagarrer avec mon frère sans me chicaner, puis aussi ça m'aide à enlever ma colère. Du côté des entraîneurs, même s'ils sont fiers de ces résultats, l'objectif ultime n'est pas la victoire, mais plutôt de bâtir une nouvelle équipe élite. Leur ancienne équipe s'était un peu dissoute à cause de la pandémie. C'est pas vraiment les victoires à cet âge-là qui vont être importantes pour nous. C'est vraiment d'apporter les jeunes à des compétitions qui peuvent performer pour prendre une confiance en eux, puis bâtir une équipe aussi, parce que malgré que ce soit un sport individuel, on a besoin d'une équipe pour soutenir les judokas. Là, ils deviennent tous amis, puis comme ça, on est capable de créer vraiment quelque chose de plus fort. La prochaine compétition à laquelle vont participer les U12 sera la Coupe Louis Page. Elle se déroulera les 4 et 5 février prochains à la polyvalente de Jonquière. Elle devrait attirer un bon nombre de participants. Ici Célie Dugan, La Pige en direct, Saguenay. Les travaux de sculpture en vue du festival Saguenay en neige sont entamés au parc de la Rivière aux Sables. C'est l'équipe de Sag Sculpt qui s'occupe de la construction de la structure géante en forme de grande glissade ainsi que de quelques sculptures ornementales.
L'événement, qui en est à une 39e édition, sera en marche du 2 au 12 février. La programmation prévoit plusieurs activités parmi lesquelles on compte des spectacles, des soirées à thème, des concours et de l'animation. C'est d'ailleurs près de 500 sculpteurs qui seront à l'œuvre lors des concours. L'événement attire généralement presque 100 000 participants. Galane, nous revenons vers vous pour la météo. À quoi peut-on s'attendre pour la fin de semaine ? Eh bien, on va alterner avec les journées nuageuses et enneigées et celles ensoleillées. Donc demain, on peut prévoir de la neige, de la poudrerie et une température maximale de -7 degrés. Pour vendredi et dimanche, ce seront des journées ensoleillées avec une maximale de -18 degrés. Et pour samedi, ce sera une neige intermittente et une température de -3 degrés. Ailleurs au Québec, une tempête s'en vient à l'est de la province ce soir. Donc au total, c'est de 15 à 25 cm de neige qui sont prévus, des vents en rafale à près de 60 km/h et de la poudrerie. Donc les conditions s'amélioreront graduellement en fin de journée de demain. Donc soyez prudents si vous devez aller à l'est du Québec. L'accumulation rapide de neige va rendre les déplacements plus difficiles et des retards dans les transports. La visibilité sera aussi presque nulle par moment. Et je rappelle que la première édition post-pandémie du Saguenay en neige aura lieu du 2 au 12. C'est ce qui complète cette édition de la Pige en direct. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous nous laissons sur les images du jeune hockeyeur Zach Maltais qui a réalisé une impressionnante feinte, un Michigan, cette fin de semaine. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.